une première. Connerie. Connerie. C'est en 1960, à l'âge de 74 ans, que Léonard Tsuguharu Fujita, peintre franco-japonais, achète une petite maison proche de Paris, dans la vallée de Chevreuse, dans le petit village de Villiers-le-Bacle. Elle sera son dernier refuge. Il installe son atelier au dernier étage de la maison. C'est dans ce lieu qu'il réalisera et concevra ses dernières œuvres. C'est une toute petite maison en ruine. Et quand Fujita va la découvrir, il va vraiment comprendre le potentiel de ce petit lieu. Et il va vraiment choisir un cadre de vie. C'est vraiment ça qui l'intéresse. C'est le paysage, c'est l'aspect extrêmement tranquille et paisible, très en retrait de la vie, dans un tout petit village où il n'y a rien, sinon un vague dépôt de pain et une ferme. Il va faire de cette petite maison de campagne une sorte de retraite et un lieu vraiment de travail et de réflexion. Vieux sage qui se retire loin des tumultes de la ville. Il n'en a pas toujours été ainsi pour Tsuguharu Fujita. En 1913, un an avant que l'Europe ne plonge dans la tourmente, il débarque à Montparnasse, qui vit alors dans l'effervescence artistique. Écrivain, poète, peintre, créateur en tout genre, y trouve refuge. Ce quartier de Paris attire les artistes du monde entier. Arrivé du Japon avec en poche un diplôme de l'école des beaux-arts de Tokyo, il est déterminé et veut conquérir Paris. Il a 27 ans, il est trop âgé pour s'inscrire à l'école des beaux-arts à Paris, il a dépassé la limite d'âge, et donc il pense que, à juste titre, que le meilleur enseignement, il va le trouver au musée du Louvre. Donc il demande une carte de copiste, ce qui lui permet d'aller copier les tableaux qui se trouvent au Louvre, et ça va être vraiment pour lui une grande source d'apprentissage, d'influence aussi. On peut s'amuser, c'est assez drôle dans les tableaux de Fujita à retrouver parfois des éléments empruntés à Michel-Ange, à Léonard de Vinci, à Dürer. Enfin, la liste peut être très longue, même des fois aussi chez ses contemporains. Et donc au Louvre, il trouve une école. Et effectivement, il va copier énormément. C'est un homme de musée, c'est un homme qui est vraiment très amoureux des collections et qui explique que quand il va dans une ville, il va d'abord au musée et puis il va également dans les églises. Donc c'est vraiment un homme curieux du passé. Et c'est quelqu'un qui dessine énormément, longtemps, souvent, et qui a une mémoire phénoménale. Et il est capable de reproduire un détail d'un tableau, même des années après. Échappant au bruit et à l'agitation de Paris, Fujita, dans son atelier de la maison de Villiers-le-Bacle, continue inlassablement de dessiner, comme il l'a fait tout au long de sa vie. « Je dessine plus facilement que je parle », disait-il. Parler. Déjà au Japon, à 17 ans, il a pris des cours de français. Et c'est avec un fort accent, mais réussissant à se faire comprendre, qu'il débarque dans ce Paris qui le fascine. De jour comme de nuit, il arpente sa ville d'adoption, il observe tout. Travailleur acharné, il dessine sans cesse, et notamment dans les cafés. Puis il s'invente très vite un personnage à l'allure tout à la fois élégante et extravagante. Il se fait voir dans ce Montparnasse des artistes et mesure l'importance d'être reconnu au milieu d'une foule anonyme et de jouer de sa différence. Simplement, j'étais enfant naturel, tout à fait, enfant adoptif de Montparnasse. Alors, j'étais toujours gentil avec tout le monde, avec ma modestie de mon pays. Alors, tout le monde a commencé à m'aimer et puis on m'a ramené partout. Désormais, on le voit et on le filme devant les cafés parisiens ou dans les fêtes où tout est permis. Je crois qu'il y a cette envie de se libérer, oui,
et d'aller là où les choses se font aussi. Et effectivement, il y a cette phrase où il disait « On me prédisait que je serais le premier peintre du Japon, mais c'est le premier peintre de Paris que je rêvais d'être ». Il y a aussi l'appel de la liberté, et puis il y a aussi une ambition démesurée, quoi, soyons où vraiment il veut être là où les choses se font, là où on peut devenir un grand artiste connu internationalement. Artiste surdoué, il achète appareil photo et caméra et se met en scène entouré de ses amis sur les plages normandes. Pour Fujita, c'est une période particulièrement riche qui s'ouvre. Après les horreurs de la Grande Guerre, les années folles battent leur plein. Tout est libre, tout devient possible, et cet artiste touche-à-tout devient l'un des plus grands noms de l'art moderne. Mais le peintre japonais est double. Noceur invétéré, il est aussi un grand travailleur qui, chaque jour, se pose devant sa toile. Jusqu'à peut-être 12 heures du matin, j'ai amusé avec tout le monde. Puis quand j'ai rentré chez moi, à partir de 12 heures du matin, jusqu'à 8 heures du matin, j'ai travaillé tout seul. Vous comprenez? Il fallait une vitalité extraordinaire, dites-moi, pour mener une vie. Moi, j'ai dormi à peu près pendant 3 ou 14 heures par jour. Vous ne dormiez jamais. Non, je n'ai pas dormi. Je vis avec l'esprit, peut-être, cette époque-là. Quand 40 ans plus tard, il s'installe dans sa dernière demeure, ses journées de travail n'ont pas changé. C'est dans son atelier qu'il passe le plus clair de son temps. Fujita a une attitude très particulière avec son atelier. C'est un lieu intime pour lui. Alors, étonnamment aussi, dès le début de sa carrière, il a 2 ateliers très régulièrement. Un atelier de démonstration, un lieu qu'il ouvre assez facilement, mais le lieu où il crée est quelque chose de très intime et très protégé. Alors c'est lié aussi au fait que Fujita est un artiste très solitaire, d'une certaine façon. Artiste solitaire mais homme charmant, généreux et attentif avec ses amis, il accueille de jeunes peintres qui viennent rencontrer le maître. L'un d'eux, Yase Tabushi, se lie d'amitié avec lui. Fujita recherche alors un lieu de vie et de travail et c'est son jeune ami qui lui montre un jour la vieille maison de Villiers-le-Bacle. Le peintre en tombe amoureux, il la transforme en faisant entièrement tomber la façade côté jardin. Ce qui est très étonnant dans ce processus, d'une certaine façon, c'est la façon dont il s'approprie une ruine. Il n'en fait non pas un lieu de vie particulier, il fait vraiment œuvre de création. Il dessine chaque pièce, il pense chaque élément. Et non seulement il crée son cadre, mais il attache également une importance particulière aux objets qui l'entourent. Et depuis le début de sa carrière, d'ailleurs, il réalise des petits objets. Il fait vraiment la jonction entre art et artisanat. Donc c'est vraiment une œuvre totale, d'une certaine façon. Très très peu d'artistes ont réalisé ça. Très peu d'artistes se sont tant investis dans une maison. Jean-Pierre Tabushi, le fils de l'ami de Fujita, revient dans la maison où, avec ses parents, ses frères et sa sœur, il venait voir Tsuguharu et sa femme Kimiyo. La relation entre mon père et Fujita, c'était quelque chose qui ressemblait peut-être entre un père et un fils. En fait, ils étaient très proches. Et c'est vrai qu'au sein de la famille, Fujita était considéré un peu comme notre grand-père. On échangeait des courriers, on avait une correspondance. D'ailleurs, il y a quelques lettres ici qui témoignent de tout ce que l'on a pu échanger à l'occasion de différents événements, simplement des vacances, quoi. Alors c'est vrai qu'en regardant l'album photo, il y a des photos de ma sœur, Anna Maria, sur lesquelles la ressemblance est assez frappante entre son visage et celui de certaines lithographies ou de certains dessins de Fujita. Ben là... Ici, même les attitudes sont très très proches. Alors, ici, très forte. ouais.
Dans le Paris de l'entre-deux-guerres, Fujita l'excentrique est devenu le portraitiste le plus recherché de Paris. Et il commence alors à travailler autour de thèmes comme celui des chats, qui seront présents dans son œuvre tout au long de sa vie. Il se penche aussi sur un genre tout à fait inconnu au Japon, le nu. Il aimait utiliser le pinceau japonais, très fin, minutieuse. Et je crois que c'est ce dessin qui d'abord fascine, et aussi surtout des femmes nues, femmes blanches, mais n'a pas beaucoup de modelés, mais qui existe, qui a une sorte d'existence sûre, avec une sorte de sensualité, mais aussi une sorte de spiritualité qui existe. Alors c'est ça qui me fascine, oui. Ce sont les nus féminins qui ont propulsé l'artiste sur le devant de la scène artistique parisienne. Peintre épris de perfection, adorant les techniques, toujours en recherche d'originalité pour se démarquer des autres peintres de Montparnasse, il travaille sans relâche sur les rendus de la carnation. Il dit « J'ai réalisé qu'il y a très peu de nus dans l'art japonais, juste une partie de bras ou une petite zone autour du genou. Pour la première fois, j'ai décidé d'essayer de reproduire le plus beau des matériaux, la peau humaine. » Ce que je trouve assez exceptionnel chez Fujita, c'est la sensualité qu'il y a dans son travail, justement, à travers le trait. La sensualité, la conception aussi de la matière, la façon qu'il a de rendre la matière quand il n'y a pas de matière, c'est-à-dire de rendre le volume, d'arriver à donner presque des sonorités à des plages monochromes, si vous voulez, sans utiliser d'empattement. Ça, c'est quelque chose, c'est une espèce de virtuosité extraordinaire, de raffinement aussi. C'est vrai que quand Fujita a connu une très très grande gloire avec ses grands nus qui datent du début des années 20, et tout le monde s'étonne quand il réalise ses œuvres parce que ce sont des tableaux qui sont opalescents. Le blanc est un blanc qui est le blanc de Meudon ou du blanc de plomb, c'est-à-dire une matière extrêmement opaque, extrêmement dense, et Fujita arrive à la transformer et on obtient quelque chose qui ressemble à de la nacre, ou mieux à de l'ivoire. Et c'est très très proche effectivement de cette transparence que l'on trouve dans la peinture sur ivoire. Bien évidemment, tout le monde s'étonne et tout le monde s'interroge sur la façon dont il met en œuvre ce blanc. Et lui a bien compris que c'était sa spécificité et il le garde très jalousement. Et nous avons retrouvé ce secret grâce aux travaux de recherche, grâce aux analyses sur les tableaux existants, mais également en trouvant des matériaux inédits dans cet atelier, et en particulier du talc. Et en fait, effectivement, Fujita intègre du talc dans sa préparation, de sorte qu'il obtient cette matière extrêmement translucide. Le talc étant utilisé également, par exemple, pour les fonds de teint. Et donc, cette spécificité à la fois de capter la lumière et de la renvoyer, et en même temps d'absorber les pigments de couleur, et donc de donner une couleur, cette opalescence très très particulière de ces fonds blancs. Dans le Paris de l'entre-deux-guerres, Fujita fait la connaissance des Parisiennes. Il dit « Des modèles venaient dans mon atelier, plusieurs par jour. Je n'avais pas d'argent pour les payer, mais en vérité, elles n'avaient pas de travail et voulaient dormir dans mon modeste atelier. C'est-à-dire qu'en fait, il leur servait d'hôtel. » Parmi ces modèles qui s'attachent aux peintres, il y a Lucie Badou, baptisée par Fujita Yuki, ce qui en japonais signifie « neige rose ». Elle partage la vie de celui qui est devenu un artiste à succès. Ensemble, en 1929, ils font un voyage au Japon, où Fujita commence à être exposé. Retour près de son père et de sa famille. Dans le Paris tourbillonnant des années 30, entre autres amis qui approchent le jeune peintre à succès, il y a Marcel Houry, mère du cinéaste Gérard Houry, et sa petite fille Danielle Thompson se souvient.
Je la faisais beaucoup parler parce que c'était une femme très, très drôle et qui savait bien raconter les choses et puis qui avait quand même vécu toute cette époque des années folles, en fait, avec oui, une vie, non, c'est pas une aventurière, mais une vie aventureuse. Marcel gagne la fortune, Deauville. Énorme devenir millionnaire tout d'un coup. Vive Marcel. Extraordinaire. C'est comme si elle avait dû gagner au casino. Comment vous dire, c'est un personnage qui fait partie aussi de mon enfance, Fujita. Donc, j'ai toujours entendu parler de Foufou. Ma grand-mère parlait de Foufou beaucoup. Et je suis évidemment très imprégnée des récits de mon père et de ma grand-mère, de ce pinceau tout fin avec lequel on le voyait peindre, des récits, des lettres à ma grand-mère où il lui parle de son travail, où il lui parle de ce qu'il fait. Enfin, ce sont des lettres avec l'accent japonais dans les lettres, c'est-à-dire que si on le lit phonétiquement, c'est très amusant parce que c'est un langage très, très particulier. Et puis, il y a toujours un soleil, l'emblème du Japon, dans un coin de la lettre. C'est très, très, très délicieux. Donc, bien entendu, ma vision de l'artiste, elle est complètement mélangée avec tout ce que j'ai entendu toute ma vie sur cet homme. L'artiste, travaillant sans cesse, enchaîne les salons à Paris, New York et Tokyo. En 1931, il se sépare brusquement du Yuki et part avec sa nouvelle compagne, Madeleine, en Amérique latine. Il y exerce son talent de photographe. Et comme à son habitude, il observe tout, partout, et continue de peindre en se nourrissant de ses nouvelles rencontres et inspirations. Et c'est vrai qu'on voit chez Fujita cette capacité à absorber son environnement. C'est quelqu'un qui observe énormément, qui passe beaucoup de temps à photographier pour retenir et imprégner aussi dans son esprit et garder des traces de ce qu'il a vu. C'est quelqu'un qui collectionne aussi beaucoup de documents, de coupures de presse. Donc il s'imprègne à chaque fois des choses qui l'entourent. Et il prend aussi effectivement des influences des muralistes mexicains, par exemple. Voilà. Enfin, c'est quelqu'un vraiment qui... Enfin, c'est une éponge, Fujita, quoi. C'est vrai, on peut pas dire... C'est dans le bric-à-brac de son atelier que l'on peut retrouver aujourd'hui les traces de ses voyages passés et des influences qui ont nourri son œuvre. Des feuilles d'or qu'il utilise pour ses tableaux, aux nécessaires de couture avec lesquels il confectionnait ses habits, la maison de Villiers-le-Bacle garde la mémoire de toute l'imagination du peintre. Quand j'ai découvert la maison atelier de Fujita, j'étais vraiment à la fois conquise par ce lieu qui est un petit peu la caverne d'Ali Baba, mais qui est aussi le témoignage du fait qu'il s'intéresse aussi, enfin, il s'intéressait aussi bien à la couture, aux objets, aux porcelaines. En fait, on a l'impression que tout peut passer entre ses mains, être métamorphosé, transformé par son sens créatif. Alors cet ouvrage est le premier dictionnaire de Fujita. Il l'a acheté au Japon et il l'a emmené à Paris en 1913. C'est effectivement le côté très étonnant de cet artiste. C'est un artiste qui s'intéresse aux objets, il échine. Il échine dès le début de son arrivée à Paris, mais il ne peut pas s'empêcher de les transformer ou de les annoter. Là, le fait d'avoir mis une couverture à son nom avec un dessin, c'est quelque chose d'assez rare. Et il a un attachement particulier aux objets. J'ai tendance à penser que c'est aussi lié au fait qu'il est nomade. Il a beaucoup voyagé, il a beaucoup déménagé. Il n'est devenu propriétaire qu'une seule fois, c'est quand il s'est installé dans cette maison. Auparavant, il était tout le temps locataire. Donc il y a un côté effectivement un petit peu particulier de cette vie.
Et puis c'est quelqu'un qui utilise ces objets dans ses œuvres, dans ses peintures. Et on retrouve beaucoup d'objets de la maison en arrière-plan de ces tableaux. À l'image de son dictionnaire franco-japonais, dans l'univers où il habite, Fujita tente, comme il l'a fait toute sa vie, un métissage entre l'Orient et l'Occident. Toutes les pièces de la maison sont marquées par cette double appartenance, comme la chambre-salon qui n'a comme séparation qu'un paravent, comme dans les maisons japonaises. Il y flotte encore quelques musiques orientales sorties de la platine et des disques vinyles qu'écoutait le peintre. C'est en 1936, après la mort brutale de Madeleine au Japon, que Fujita épouse une jeune japonaise, Kimiyo Oryushi. Elle sera sa compagne jusqu'à la fin de sa vie. Après 3 années passées au Japon, il décide de venir retrouver Paris qui lui manque tant. Mais la déclaration de guerre l'oblige à rentrer dans son pays natal en 1940. Il est alors nommé peintre officiel de l'armée de la Grande Guerre d'Asie. Les lendemains du conflit sont terribles pour Fujita. Accusé de crimes de guerre par des artistes qui ont travaillé avec lui sur le front, il est finalement innocenté par l'armée américaine. Mais le peintre ne veut plus de ce Japon qu'il ne comprend pas. Il le quitte pour toujours. En 1950, il rentre dans son pays d'adoption, la France, et demande la nationalité française. Après une révélation mystique, il se convertit au catholicisme. Le 14 octobre 1959, il est baptisé dans la cathédrale de Reims. Il prend le prénom de Léonard, en hommage à Léonard de Vinci. C'est un événement médiatique où sont conviées les télévisions du monde entier. Fujita se dirige vers les fonts baptismaux. Il a changé son prénom de Tsuguji pour celui de Léonard. Non, Léonard. Léonard, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Dis quoi? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né et qui est mort pour vous? Dis quoi? Ce baptême est une révolution artistique pour Fujita et un seul projet obsède alors le peintre, construire une chapelle et la décorer. Quand Fujita arrive ici, il veut réaliser donc une église et concevoir une chapelle. Et il va réaliser des petites maquettes dès 1963. Il va en faire plusieurs. Il va en transformer certaines en nichoirs à oiseaux. On a presque l'impression en fait, que ce qui l'amène à se convertir au catholicisme, c'est finalement la peinture. Et que c'est finalement cet art qu'il a copié inlassablement au Louvre qui l'amène à se convertir. C'est sa dernière grande œuvre. Aidé par un architecte et des artisans, il conçoit entièrement le bâtiment, les vitraux, les ferronneries, les sculptures et les fresques qui couvriront les murs. Dans l'atelier de Villiers-le-Bas, on voit, il représente Dürer, Michel-Ange, Léonard. Et on voit qu'il y a cette façon de se mesurer et d'avoir lui aussi de créer cette grande œuvre religieuse qu'est la chapelle de Reims, qui est une espèce d'aboutissement et qui est une façon de rivaliser quand même avec les plus grands artistes. Avec l'aide d'amis à Reims, Fujita fait construire la chapelle et le 6 juin 1966, il commence la réalisation des fresques. Entre le chantier de la chapelle Notre-Dame de la Paix à Reims et sa maison de Villiers-le-Bacle, Léonard Tsuguhari Fujita continue inlassablement son travail, cultivant dans sa vie quotidienne et dans sa production artistique sa double identité culturelle. Il a une vie extrêmement tranquille. Il le dit, et il a écrit et il a parlé de ce côté extrêmement paisible dans cette maison. Et nous avons également un testament sonore où il dit que c'est une sorte de retraite pour lui, un lieu. Enfin, il est tranquille et il peut être lui-même. Et c'est en japonais, surtout qu'il chante. Il a inventé un conte où il parle de la mort. Il parle à la mort.
La mort frappe à son atelier et lui négocie, il a près de 80 ans, et il négocie 20 ans de plus parce qu'il a beaucoup à faire. Et ça se termine en disant « j'ai rencontré la mort, elle est très sympa, elle me laisse encore 20 ans ». Alors la mort ne lui a pas laissé les 20 ans espérés, mais 3 ans, 3 années qui lui ont permis quand même de réaliser la chapelle de Reims.